président Van Denrich s'excuse de ne pas avoir pu être présent aujourd'hui, mais il a eu voilà, des impératifs qui évidemment sont imposés à lui ce matin, qui ont fait qu'il n'a pas pu être présent avec nous. Donc, je suis la parole au président de séance, Jean-Louis. Bonjour à tout le monde. Bien, alors, je ne suis pas issu du tout de l'université. Disons que je suis donc Jean-Louis Pété, je suis le président du CREDAVIS, association qui travaille depuis maintenant plus de 10 ans à la prise en compte de la dimension sexuelle des personnes accompagnées dans le secteur médico-social. Alors, la présidence de cette matinée m'est incombée et dans ces temps troublés, je ne ferai aucune promesse électorale du programme. Je me contenterai de vous guider au long de ce parcours par rapport au programme qui a été dessiné. Donc, on va commencer avec M. Emmanuel Cartier sur la légitimation d'une approche juridique tardive et nécessairement partielle, ce qui ouvre déjà énormément de questions. Donc, professeur de droit à l'Université de Lille, je suppose que tout le monde ici le connaît, avec Coralie Lezy, qui est doctorante en droit public. Doctorante contractuelle. Donc, voilà, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Et président. comme nous sommes un peu en avance, voilà, vous avez bénéficié. Non, je ne déborderai pas le temps qui était prévu initialement. Alors, je tiens d'abord à remercier les différents acteurs qui ont supporté évidemment cette manifestation, ceux qui aussi se sont associés, dont vous faites partie d'ailleurs, à notre programme de recherche. Je veux aussi remercier les co-directeurs, parce que nous étions trois, Alain Gianni, Coralie Lezy, et en particulier Coralie, qui s'est énormément investi, notamment sur le plan logistique, qui n'était pas forcément évident lorsqu'on mène en parallèle une thèse, et qui a pu nous faire bénéficier d'une partie de son réseau qu'elle avait su mobiliser très bien durant sa thèse, est encore en cours. Alors, Michel Foucault déclarait dans son Histoire de la sexualité est la clé pour comprendre le rapport de notre civilisation à la vérité. Objet de curiosité, de fantasme, de représentation sociale et culturelle sur lesquelles ont travaillé de nombreux sociologues, la sexualité, en dehors de sa fonction procréatrice, demeure un continent pour partie encore inexploré. Malgré sa participation évidente à la construction d'une identité personnelle, psychique et corporelle de l'être humain, marquée par une altérité consubstantielle, constitutive de sa dignité, concept sur lequel nous reviendrons après. Cette construction progressive et constante de l'être sexué et sexualisé tout au long de la vie passe par un rapport à soi et aux autres, qui implique à la fois l'acceptation de son corps et un certain degré d'autonomie propre à permettre des choix et à se donner les moyens de ces choix, qui sont à la fois les conditions de la vie en collectivité et les conditions du vie personnel. Le handicap est au cœur de ce rapport à soi et à l'autre, dans la mesure où la perte d'autonomie qu'il traduit peut entraver ou altérer le développement, voire l'existence même de cette construction personnelle, selon la nature, la forme ou le degré de handicap concerné. Le handicap est en effet une notion polymorphe qui invite à éviter toute généralisation et toute réduction, tout raccourci dans l'analyse menée sur cette question. Puisqu'évidemment, nous avons d'un côté les grands handicapés, les polyhandicapés, les handicapés moteurs, physiques, mentaux, sensoriels, originels, accidentels. Il y a des handicaps pathologiques, des handicaps qui sont plutôt de l'ordre du handicap accidentel, encore une fois. Autant de caractéristiques qui, évidemment, ont une incidence sur la perception par la personne concernée, par son entourage, de sa condition, comme de sa souffrance, notamment face à l'absence ou à la difficulté d'accès à une vie affective et sexuelle. De la même manière, le cadre de vie de la personne handicapée a une incidence essentielle sur ces questions, entre la logique d'insertion, qui suppose un cadre institutionnel spécifique, des mesures de protection et d'assistance, et la logique d'accompagnement, qui s'inscrit plutôt dans une dynamique de co-responsabilité et de participation de la personne handicapée. Si les entraves à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées sont avant tout physiologiques et liées au type de handicap de la personne, elles sont aussi en particulier dans les cas nécessitant une prise en charge institutionnelle quotidienne, bien souvent morale, voire institutionnelle et juridique, malgré un lent mouvement, dont a parlé le doyen tout à l'heure, de reconnaissance de la nécessité pour ces personnes de pouvoir mener une vie affective et sexuelle
accompagnée d'une revendication qui n'est pas unanime, il faut le signaler, de la reconnaissance ambivalente d'un droit à une vie sexuelle et affective. Alors si le droit est présent indirectement depuis longtemps autour de cette question, au travers de la catégorisation du handicap, de sa prise en charge institutionnelle et financière, et de l'encadrement pénal et civil des situations que peuvent connaître les personnes handicapées dans leur vie quotidienne et les établissements qui les accueillent, les juristes, très présents aujourd'hui, et Bruno Pi en est la parfaite illustration, parce que c'est un des pionniers pour la matière, étaient les grands absents de cette problématique il y a 10 ans encore. Le terrain était en effet avant tout arpenté par les psychanalystes, les psychologues, les sociologues, les sociopsychologues, ainsi que l'illustre le nombre très important d'ouvrages collectifs depuis le début des années 80, dont le fameux L'Ange et la Bête d'Alain Gianni, ici présent. Alors, ouvrages collectifs, ouvrages individuels, articles dans des revues spécialisées ou générales sur cette question qui concerne ces champs disciplinaires en particulier. Alors, la présence récente ou tardive, selon ce qu'on choisit comme approche des juristes, qui demeure néanmoins encore marginale aujourd'hui, s'explique pour des raisons sans doute avant tout circonstancielles. Alors, ces raisons complémentaires sont d'une part liées à la prise en compte du risque contentieux par les établissements privés ou publics accueillant des personnes handicapées, confrontés à la fois à la nécessité d'instaurer des règles de vie collectives protectrices, les droits du personnel et de la sécurité des résidents, ainsi qu'à l'impératif non moins important, voire aujourd'hui obligatoire, puisqu'il a été recueilli par la loi, qui fait une obligation, de permettre aux personnes hébergées de vivre aussi librement que possible leur sexualité et leur vie affective. Alors ce risque implique la personne handicapée dans sa relation à elle-même, bien évidemment, il faut la protéger parfois contre elle-même, comme dans sa relation avec les autres personnes handicapées et dans sa relation avec les personnes non handicapées, soit internes au service, à l'établissement, notamment le personnel de soins, mais aussi aux personnes extérieures dans le cadre de visites. Ce risque contentieux se traduit essentiellement en termes de responsabilité administrative d'un côté, avec la question du dysfonctionnement du service public, l'illégalité de certains règlements internes des établissements, responsabilité qui comporte aussi une dimension pénale, avec les qualifications de viol, de maltraitance, d'abus de faiblesse, de non-assistance à personne en danger, de mise en danger de la vie d'autrui, voire de proxénétisme, dans le cas de l'assistance sexuelle pour l'établissement qui recevrait les personnes concernées. Et à titre complémentaire, bien évidemment, une responsabilité civile sous la forme de dommages à l'homme. Alors, de toutes ces responsabilités, le risque pénal est sans doute et de loin le plus prégnant. Alors, les raisons de cette présence récente des juristes dans ce champ de recherche sont liées d'autre part, sont liées aussi à une demande de normalisation de la part des acteurs du handicap eux-mêmes, cherchant à normaliser, voire à codifier leur réaction individuelle à certaines situations émotionnellement fortes et à valoriser certaines expérimentations et certaines bonnes pratiques dans le domaine. Il s'agit par conséquent d'un sujet de recherche majeur, ancré dans la société contemporaine et les débats qui l'animent, ainsi qu'illustre la sortie ces dernières années de plusieurs films, dont celui que nous vous projetterons demain matin, film canadien d'Anaïs Barbeau, La Valette et André Dupin, abordant directement la thématique, sans compter les reportages destinés au grand public et les initiatives communicationnelles d'acteurs privés, tels les associations, donc le Crédavis, bien évidemment, ainsi que, plus récemment, par des acteurs institutionnels publics, tels les départements, mais aussi le ministère de la Santé, qui a développé toute une série d'initiatives et d'opérations de communication autour de cette question. Alors, une société, évidemment, dans laquelle est ancré le sujet, où les rapports à l'autre et à soi sont en plein changement, du fait de l'emprise des technologies de l'information et de la communication, et plus généralement du numérique, les selfies, la réalité virtuelle, les modes d'accès instantanés et sans filtre à la connaissance et à l'autre. L'autre, c'est-à-dire cet alter-ego et parfois aussi cet anti-ego. Ces changements majeurs se traduisent dans le champ de la vie affective et sexuelle par un brouillage de l'intime et de la séparation entre les sphères publiques et privées, entre l'information et la connaissance, entre l'érotisme et la pornographie, entre la normalité et la normalité. Autant de facteurs propres à brouiller les repères classiques de la construction individuelle et collective, en particulier pour une personne handicapée, mais aussi propre, bien évidemment, à ouvrir de nouvelles constructions relationnelles pour ces personnes. Ces facteurs contribuent aussi à renouveler nos questionnements dans une société de la performance, repliée sur l'individu,
dont on peut légitimement douter de la capacité à continuer à produire la solidarité et la fraternité nécessaires à la protection et à l'assistance que requièrent les personnes handicapées pour être de véritables acteurs à la fois de cette société et de leur propre vie. Alors le projet de recherche était ambitieux puisque, comme nous l'avons dit, c'est un projet de recherche pluridisciplinaire impliquant une direction en 3 têtes, impliquant l'INSERM, l'Université de Lille 2, le département comme appui, un projet pluridisciplinaire qui s'est duré 1 an et demi au total, qui a impliqué de nombreuses réunions durant lesquelles nous avons dû déterminer notre objet de recherche, les concepts qui étaient liés à cet objet, et définir progressivement une méthodologie et le meilleur moyen d'articuler les éclairages complémentaires autour de cette thématique pour enfin pouvoir restituer nos analyses lors de ce colloque et dans le cadre de l'ouvrage qui en sera tiré. Il faut effectivement souligner brièvement, mais malgré tout, la filiation de ce colloque et le formidable travail de collaboration qui le sous-tend. Car aborder un thème aussi complexe que celui-ci supposait évidemment de faire appel à l'expérience et à l'expertise de ceux qui nous ont précédés dans nos réflexions et aux acteurs locaux et nationaux. Le colloque s'inscrit dans un axe majeur de notre laboratoire, l'axe de recherche, droit et santé, mais aussi dans une collaboration plus longue avec le Conseil départemental du Nord, parce que, comme l'a souligné Mme de Sitter, j'ai effectivement eu la chance d'obtenir une bourse de recherche qui a financé mes travaux de doctorat et m'a permis de consacrer mes travaux à des recherches de droit public relatifs à l'usager vulnérable. Et si le travail de recherche doit effectivement ménager des aspects théoriques, il s'agissait d'avoir une réflexion qui, malgré tout, ne demeure pas détachée des réalités du terrain. Ainsi, j'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion de rencontrer des professionnels et aussi et surtout des membres du conseil départemental, membres du pôle autonomie. Je prends juste quelques secondes pour remercier Madame le docteur Laurence Lecomte et Camille Lecomte, qui ont toujours été mes interlocutrices privilégiées, que ce soit pour ce colloque ou dans l'ensemble de mes travaux de recherche, des membres des directions territoriales des services de prévention santé. Il était toujours question évidemment de la régulation des pratiques par le droit, mais de manière assez récurrente, une zone grise est apparue, celle de l'encadrement de la sexualité. Alors zone grise, car les professionnels étaient en demande sans doute de repères, de soutien, d'éclaircissement et de conseils, et le sujet était à la fois omniprésent dans leur pratique, mais extrêmement tabou et difficile à aborder. Les heureuses coïncidences ont fait que le professeur Cartier, en même temps, m'a interpellée m'expliquant qu'il souhaitait entreprendre un travail de recherche qui serait relatif aux interactions entre normes, sexualité et handicap. Alors l'idée était évidemment de ne pas négliger la rigueur de l'aspect juridique et du raisonnement juridique, mais d'aborder la question sous un angle réellement pluridisciplinaire. Puisque notre objectif n'était pas de se faire rencontrer le jour J, juristes, médecins, sociologues et psychologues, mais de penser tous ensemble et en amont l'objet de notre recherche. Alors l'intention était louable, mais nous devons avouer qu'au début, nous ne savions pas où nous mettions les pieds et nous avons sans doute, dans les premiers temps, un peu sous-estimé l'ampleur du sujet. Et c'est à ce moment-là que l'on peut ressentir la force et vérifier la force du groupe à gérer des projets qui ont dépassé la seule initiative individuelle. Le conseil départemental a effectivement répondu présent dès le début. Et par un jeu finalement de réseau, un de mes collègues, chercheur en sociologie, m'a permis de prendre attache avec Pierre Brasseur, qui lui-même avait répondu et m'a dit voilà, il y a une personne incontournable dans les questions qui vous intéressent, c'est M. Diamy. M. Diamy a lui aussi répondu positivement et de manière extrêmement rapide et nous a ouvert les portes d'un espace de recherche nouveau et a donné lieu à de nombreuses et de fructueuses collaborations, tant l'équipe de recherche que M. Diamy dirige est au fait des questions qui nous occupent. Et il faut enfin souligner et remercier sincèrement et chaleureusement tous les membres du comité scientifique qui ont été constitués, membres de l'expertise et l'engagement nous ont beaucoup apporté.
Des rencontres avec les acteurs de terrain, les partenaires institutionnels, les professionnels, nous ont permis d'appréhender ce sujet dans ses aspects pratiques, mais aussi dans la diversité des pratiques. Le colloque qui nous réunit durant ces 2 jours va tenter de retranscrire cette diversité. Alors la légitimité de l'approche juridique complémentaire de celle délivrée par les autres sciences sociales ne résulte pas seulement de la fonction du droit en tant que réceptacle des valeurs de la société, mais aussi de sa fonction de force de transformation sociale, au-delà du consensus populaire. L'impérativité qui est attachée à la règle de droit, combinée à la légitimité de sa production démocratique, sont en effet vecteurs de transformation majeure, qui bien souvent forcent ou anticipent les grandes évolutions sociales. En témoigne sous la Ve République l'abolition de la peine de mort, la construction de l'Europe, ou plus récemment l'institution du mariage pour tous. Le droit est aussi malheureusement par nature, voire par fonction, facteur d'enfermement catégorique, verbal et institutionnel. Ce qui, au regard du handicap, contribue, voire renforce cet enfermement dans la norme en lui conférant une légitimité et une autorité, créant par là une confusion entre l'être, qui est le domaine du réel, et le devoir-être, qui est du domaine du droit, pour reprendre les catégories de Kelsen, Zayn et Solem, difficilement dépassables, tant par la personne handicapée que par les acteurs du handicap eux-mêmes, qui font eux-mêmes partie de ce carcan normatif. Par exemple, la distinction entre personnes handicapées et personnes en situation de handicap est lourde de conséquences par rapport à une personne handicapée lorsque la loi décide de se saisir d'un terme plutôt que d'un autre. Le premier enfermant la personne handicapée dans son handicap, le deuxième ouvrant finalement cette catégorie à la notion de personne plus qu'à la notion de handicap. Il en est même, bien évidemment, pour certains termes comme personne de petite taille, humain, bien évidemment, qui d'ailleurs peuvent être aussi considérés comme des personnes handicapées. L'usage du prisme juridique, ne peut par conséquent faire l'économie d'une éthique du handicap, voire d'une éthique des handicaps, puisque je noterai que l'intitulé de ce colloque emploie le pluriel, ce qui revient, sauf là encore à faire preuve d'enfermement catégoriel, à une éthique de l'autonomie dans une société libérale ouverte. C'est dans cette perspective qu'est révélé ce que le philosophe Jacques Chanteur désigne comme la vérité humaine des personnes handicapées, qui nous dit quelque chose de ce que Michel Foucault appelait le rapport de notre civilisation à l'événement. Nous envisagerons donc cette question au travers de 2 points. D'une part, la personne handicapée en situation de handicap comme sujet de droit spécifique au travers du prisme de la vulnérabilité. Et enfin, très rapidement, pour ne pas empiéter sur certaines des interventions, la personne handicapée comme sujet de droit comme les autres, sous le prisme de l'égalité d'accès au droit. La politique dite du handicap n'a pas connu que des évolutions, c'est sa philosophie même qui a été remaniée et repensée en profondeur. L'évolution a été lente, mais elle a fait passer la personne en situation de handicap d'objet du droit, d'objet d'une politique publique à sujet de droit. La personne en situation de handicap devenant par la même occasion titulaire de droit. Alors, la loi d'orientation du 30 juin 1975 avait déjà défini des prestations légales spécifiques et le législateur avait ainsi fait passer la politique de prise en charge du handicap d'une politique d'assistance vers une politique de droit. Il mettait par la même occasion fin au caractère discrétionnaire, quelquefois inégalitaire, de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Mais c'est sans doute la loi bien connue du 11 février 2005 qui a bouleversé la perspective du traitement social du handicap. Malgré tout, la législation relative aux personnes en situation de handicap dépasse évidemment le seul prisme et le seul cadre de la loi de 2005. Une analyse transversale des textes laisse à penser que c'est en raison de leur particulière vulnérabilité que les politiques publiques à destination des personnes en situation de handicap ont évolué afin de permettre la reconnaissance de droits particuliers aux individus concernés. Alors, sans douter de l'intérêt que l'exercice aurait présenté, nous allons devoir, pour respecter le temps qui nous a été imparti, faire l'économie de définir précisément la notion de vulnérabilité. On peut cependant souligner que cette notion de vulnérabilité a des fonctions qui lui sont propres. Fonctions qui vont permettre de la distinguer de notions connexes, qui se confondent quelquefois avec elle ou auxquelles elle est associée,
mais surtout fonctions propres qui vont nous permettre de comprendre les orientations et les évolutions prises par la législation relative aux personnes en situation de handicap. La vulnérabilité renvoie au risque de blessure, c'est son étymologie même qui nous l'enseigne. La notion renvoie donc de manière intuitive à la fragilité et aux besoins de protection. Si l'article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, par exemple, reconnaît la particulière vulnérabilité des enfants handicapés, il faut éviter l'écueil de la réduction ontologique. Les membres d'une catégorie identifiée comme vulnérable ne le sont que potentiellement en fonction de leurs caractéristiques spécifiques, dans certaines circonstances et à un moment particulier. En résumé, les personnes en situation de handicap ne sont pas toutes vulnérables. Cependant, s'engager dans une définition catégorielle de la vulnérabilité peut être malgré tout fort utile, car elle permet de fonder et de justifier des actions ciblées qui vont être réservées à tel ou tel groupe. La vulnérabilité, nous l'avons compris, s'inscrit dans une relation dynamique et la notion n'a de sens que dans une perspective relationnelle. Elle se vérifie en fonction des capacités de l'individu à éviter ou à se prémunir de la réalisation du danger auquel le contexte l'expose. Accepter cette prémisse suppose d'accepter qu'au-delà des facteurs intrinsèques de vulnérabilité que peuvent être l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, la maladie, le handicap, les relations sociales, c'est-à-dire la manière dont la société va recevoir le particularisme de l'individu, vont elles-mêmes être génératrices de vulnérabilité. Cette perspective relationnelle fonde en grande partie l'esprit de la loi de 2005, puisque la définition du handicap que la loi nous donne dépasse la seule approche strictement médicale et permet d'envisager le traitement social du handicap. Si le handicap demeure lié à la notion d'incapacité, elle change de côté. Cette incapacité passe du côté des non-handicapés et c'est l'incapacité sociétale à intégrer les personnes en situation de handicap qui est envisagée. Cette évolution est l'occasion de marquer le passage du droit du handicap au droit des personnes handicapées. Alors, nous l'avons souligné, la notion de vulnérabilité a plusieurs fonctions. Sa mobilisation peut donc répondre à plusieurs objectifs. La plus évidente, et la première à laquelle on pense, est de protéger l'individu contre la fragilité et la disponibilité à la blessure. C'est dans cette optique que le Code pénal va par exemple faire de la vulnérabilité de la victime lorsqu'elle est connue de son auteur une circonstance aggravante de la peine. La vulnérabilité est entendue par le droit pénal comme étant liée à l'âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à l'état de grossesse. Ce sera aussi la protection de l'intégrité physique et psychique de l'individu qui sera recherchée lorsque les pouvoirs publics mettront en place une politique générale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. La même notion peut encore être mobilisée pour justifier une protection contre la dépendance. C'est là sans doute l'objectif du droit civil qui va chercher à protéger la sécurité physique, matérielle et ou juridique de la personne lorsque sera envisagée la possibilité d'une mise sous un régime de protection judiciaire. Enfin, la notion de vulnérabilité suppose que l'autonomie de la personne soit ménagée et protégée, ce pour la prémunir contre toute forme de domination et de subordination, afin de garantir l'égalité. Dans cet esprit, l'article 1114-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que l'État est le garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire. Seront ainsi, par exemple, réprimées l'ensemble des discriminations qui seront fondées sur la situation de handicap de la personne. Plus globalement, l'avancée majeure de la loi du 11 février 2005 est sans doute la compensation de l'inadaptation de la société à la personne en situation de handicap. Elle se matérialise par la reconnaissance d'un droit à compensation que le Code de l'action sociale et des familles décrit et définit. Au-delà de la reconnaissance de droits spécifiques, la loi du 11 février 2005 et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que la France a ratifiée en 2010 posent le principe de l'égal accès des personnes handicapées aux droits et libertés qui sont ouverts à tous. La philosophie de la loi de 2005 repose donc sur l'intégration des personnes en situation de handicap au sein de la société, et ce, à rebours d'une politique plus ancienne qui, elle, reposait sur des dispositifs spécialisés.
L'accession aux droits communs est désormais le principe, et l'accès aux droits fondamentaux demeure le premier pilier de la loi. Alors, la personne handicapée est donc un sujet de droit comme les autres, ayant accès et étant titulaire d'un certain nombre de droits, et notamment de ces fameux droits qu'on appelle fondamentaux. Alors, du point de vue de la sexualité, si les personnes handicapées, comme d'ailleurs les personnes valides, ne se voient pas, même dans les pays autorisant, par exemple, l'accompagnement sexuel, reconnaître expressément le droit à la sexualité, c'est-à-dire un droit créant, ce qui impliquerait les débiteurs, qui seraient notamment les personnes publiques, ou l'État, il n'en demeure pas moins que les personnes handicapées sont, en tant que personnes humaines, en tant que sujet de droit, en dépit du régime d'incapacité qui peut les frapper, titulaires d'un certain nombre de droits, dont certains présentent un caractère fondamental. Alors cet accès au droit a lui-même été conçu comme devant être favorisé par le législateur, et notamment par les deux lois, celle de janvier 2002 et surtout celle de juillet 2005 que vient de citer Gandhi, ainsi par un certain nombre de textes nationaux, internationaux, voire européens. Je me réfère notamment à la Charte européenne des droits fondamentaux, aux articles 21 et 26, qui est très intéressant de ce point de vue-là, et à la stratégie développée par la Commission européenne sur cette question. Alors, parmi ces droits fondamentaux reconnus dans les blocs, le corpus normatif classique qu'on vient de citer, et sanctionnés par le juge interne comme externe, certains peuvent se rattacher au droit pour toute personne, et en particulier pour les personnes handicapées, à développer une sexualité, ce qui, comme Bruno Pi le rappelait, le rappellera sans doute plus tard, n'est pas la même chose qu'un droit à la sexualité. Alors, le prisme des droits fondamentaux, je ne développerai pas plus la succession de ces droits fondamentaux, mais je voudrais insister sur un droit, si ce n'est le droit le plus important parmi ces droits fondamentaux. Le prisme des droits fondamentaux comporte comme préalable la reconnaissance de l'égale dignité de chaque être humain. En effet, la dignité reconnue par les corpus juridiques internes comme internationaux et européens est, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, ce qui fait de l'homme un être ayant le droit d'avoir des droits. Elle constitue une sorte de principe matriciel des droits fondamentaux en tant que frein à la destruction tant physique que métaphysique de l'homme. Elle reconnaît ainsi à chaque homme à la fois son caractère singulier et son appartenance à un même genre, l'humanité. Cette double dimension constitue ce qu'il est convenu d'appeler l'altérité et est protégée de manière indérogeable par deux principes constitutifs de la dignité de la personne humaine, le principe de singularité et le principe d'égale appartenance à la communauté humaine, ce qui implique la prohibition de toute mesure de discrimination, ainsi que bien évidemment les actes de génocide et les actes de torture. Parmi les droits fondamentaux auxquels la personne handicapée, comme toute personne, a droit en tant qu'être humain et qui lui permettent de construire cette altérité dans sa dimension affective et sexuelle, figure en premier lieu, et en dehors de droits périphériques tels que la liberté d'aller et venir ou le droit à la vie, le respect de la vie privée. Alors, le respect de la vie privée est consacré par un certain nombre de textes, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que la Charte européenne des droits fondamentaux. Nous verrons sans doute dans certaines des interventions, dans le cas des personnes handicapées, notamment vivant dans un milieu fermé, dans des milieux institutionnels, étant hébergés dans des établissements médico-sociaux, le statut de la Chambre, évidemment, du point de vue juridique, pose question, puisque lui est reconnu bien évidemment expressément, tant par la jurisprudence européenne interne que par la loi, le statut d'espace privé, d'ailleurs assigné au domicile pour les séjours de longue durée des personnes handicapées. Alors, au-delà de ce droit au respect de la vie privée, qui comporte un certain nombre de ramifications sur lesquelles je n'insisterai pas ici, s'ajoute un droit qui est lui encore fondamental, le droit à l'autonomie personnelle, qui est consacré, là encore, et essentiellement au sein de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et pour lequel la Cour européenne des droits de l'homme a une vision, on peut dire, presque absolutiste. Voilà, les fameuses affaires K et AD, notamment du point de vue de la sexualité. Ce droit est rattaché directement à la maîtrise de son corps et à la libre utilisation de son corps, avec comme limite, bien évidemment, le respect du consentement d'autrui. Alors, bien évidemment, la question de la reconnaissance et de l'exercice de ce droit pour les personnes handicapées, notamment au sein des établissements, pose question. Nous ne s'appréhendons bien évidemment pas de la même manière selon le degré de handicap, selon le type de handicap. Entre personnes handicapées, on peut considérer que ce droit peut s'exercer de manière absolument, on respecte l'intégrité de l'autre, un minimum
de consentement. Du point de vue pénal, bien évidemment, les relations entre personnes handicapées mentales et personnes non handicapées sont appréhendées systématiquement par le prisme du viol ou de l'abus de faiblesse, systématiquement, et avec en plus une dimension genrée qui fait que toutes les hypothèses observées concernent généralement des hommes à l'égard des femmes dans les établissements recevant des personnes handicapées. Sans doute y a-t-il aussi une appréhension, enfin plutôt une plus grande automaticité du dépôt de plainte lorsqu'il s'agit d'une relation entre un homme valide et une personne handicapée de sexe féminin. Alors, il conviendrait d'ajouter à cela, toujours comme pendant du droit à l'autonomie personnelle, le droit de changer de sexe, qui a été évidemment reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme et qui a été récemment facilité par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Alors, la non-reconnaissance de ce droit peut en effet constituer un facteur aggravant du mal-être ressenti par la personne handicapée. Ce serait évidemment une fausse route à refuser justement la reconnaissance de ce droit. J'ajouterai aussi, bien évidemment, sans encore une fois rentrer dans les détails, que la notion de santé sexuelle, définie au départ par l'OMS, notamment en 2006, vient d'être reprise par le législateur dans le Code de la santé publique, puisque la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 reconnaît expressément l'existence de cette santé sexuelle, dont elle fait une véritable politique publique, notamment l'initiative lancée par le ministère de la Santé en date du 28 mars 2007, a été baptisée Stratégie globale d'amélioration et de promotion de la santé sexuelle des Français. Alors, santé sexuelle qui, en réalité, comporte uniquement une dimension hétérosexuelle à viser en matière de reproduction. Alors, si on allait un petit peu plus loin, on pourrait, sur la base d'une interprétation audacieuse du préambule de la Constitution de 1946, relatif au droit de la santé, eh bien, considérer que cette santé sexuelle peut déboucher sur la reconnaissance, pourrait déboucher sur la reconnaissance d'un droit à la santé sexuelle. Encore faudrait-il que le Conseil constitutionnel, bien évidemment, reconnaisse un tel droit. En tout cas, le législateur ouvre une piste qui permettrait éventuellement de reconnaître un tel droit sur la base du préambule de 1946. Alors, s'ajoute aussi le droit à l'enseignement, auquel on pourrait associer le droit à l'éducation sexuelle. Alors, c'est une hypothèse, c'est pas une affirmation, le droit à l'éducation sexuelle, qui est évidemment un élément important de la construction d'une vie sexuelle, affective et sexuelle, notamment pour des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Leur rapport au corps, leur corps et au corps de l'autre suppose bien évidemment une aide, un accompagnement qui ne va pas de soi dans la construction de l'individu. Ajoutons bien évidemment à cela le droit au mariage, le droit d'accès à une contraception choisie, qui peuvent être aussi considérés comme des droits fondamentaux participant à la construction sexuelle et sexuée de la personne handicapée. Alors, si le droit peut lui-même constituer une entrave, il y a par exemple la libéralisation de la stérilisation des personnes handicapées mentales par la loi du 4 juillet 2001, il y a les droits de l'enfant à naître, il y a le régime général des incapacités, il y a d'autres questions telles la sécurité interne des établissements recevant des personnes handicapées, une entrave à l'exercice de certains de ces droits. Ces droits sont le plus souvent entravés par les pratiques contralégales de la part de certains établissements de soins, couvertes souvent par le silence de l'institution, avec la complicité des familles, qui, pour les familles, constituent encore un puissant facteur d'entrave à la libre sexualité de leurs enfants, quand elles ne s'enferment pas tout simplement dans le déni de sexualité partagé entre la vision dichotomique qui avait été utilisée à l'ingénie, désormais donc classique, de l'ange et de la bête. Alors, les règlements internes de certains établissements contribuent aussi parfois à restreindre de manière manifeste, de manière directe ou indirecte, l'existence et l'exercice de ces droits. Autant-il le dire tout de suite, ces règlements sont parfaitement illégaux. Alors, les règlements de certains établissements vont ainsi jusqu'à interdire la sexualité, directement ou indirectement, en rejetant par exemple la mixité, ou en limitant la vie affective et sexuelle aux seules personnes handicapées dites adultes, c'est-à-dire majeures. Certains voulant sans doute bien faire, sans doute pour responsabiliser les personnes handicapées, proposent à leurs résidents l'accès à un studio ou pouvoir développer une vie de couple, à la condition sine qua non
de signer une convention dans laquelle il s'engage à entretenir des relations de fidélité dans d'autres établissements encore, conditionne l'entrée dans l'établissement à la prise d'une contraception. Alors en guise de conclusion, si le prisme du droit comporte certains travers, dont celui de l'enfermement catégoriel et verbal, celui des droits, et en particulier des droits dits fondamentaux, a le mérite de reposer sur un système de valeurs impliquant une éthique du sujet. Le jeu des mécanismes de reconnaissance, d'interaction, de confrontation et de conciliation des droits, opérés par le juge comme par le législateur, implique une approche nécessairement éthique. Or, si la sexualité nous dit quelque chose du rapport de la société à la vérité, comme le disait Michel Foucault, cette vérité peut être à la fois celle de la société elle-même et de ses rapports de pouvoir, mais aussi celle de l'homme, notamment lorsqu'elle concerne l'homme pris dans sa vulnérabilité consubstantielle, qui apparaît en toute lumière dans le cas du handicap, qui n'est en définitive qu'un degré de vulnérabilité supplémentaire qui nous interpelle et nous ramène à notre condition première. C'est sans doute là la grande force de la confrontation du handicap à la sexualité, que de renvoyer l'homme à sa vulnérabilité consubstantielle, en même temps qu'à sa responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Et Madame Lozi, pour cette première introduction qui, je crois, pose effectivement de façon tout à fait intéressante des bases sans lesquelles on ne pourrait pas avancer. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui m'a... Parce que de ma position président du Crédavis, l'association a été créée au départ, les membres fondateurs étaient pour moitié, et sont toujours les membres actifs, des personnes en situation de handicap. Donc j'ai une position un petit peu particulière, c'est pas un regard extérieur, mais même si je ne peux pas me permettre légitimement de les représenter, je les connais et côtoie très bien et travaille avec eux régulièrement. Et par exemple, cette question qui est posée et sur laquelle on reviendra, mais qui m'apparaît extrêmement importante, c'est celle vraiment du statut de cette catégorie quand on parle de handicap. On parlait autrefois de personnes handicapées, on a parlé après on parlait d'handicapés. D'ailleurs, il y a des personnes en situation de handicap qui se revendiquent eux-mêmes comme étant handi, qui est une catégorie qu'ils créent eux-mêmes pour dire oui, nous sommes comme tout le monde, c'est-à-dire nous sommes différents, et voilà notre nom, mais positivement et non plus négativement. Donc on a parlé d'abord d'handicapés, d'invalides, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'invalides carrément, de personnes handicapées, maintenant on parle de personnes en situation de handicap. Et on est un peu perdu dans ces catégories, et je voulais simplement, non pas pour vous témoigner la future présidente d'honneur du Crédavis, parce que notre président d'honneur avant s'appelait Charlie Valenza, avait la maladie des os de verre, et il est décédé l'année dernière. Donc notre Assemblée Générale va statuer sur la future présidente, s'appelle Gaëlle Reynaud. Je dis son nom parce que j'aurais même souhaité qu'elle soit avec nous, mais c'est un peu compliqué. C'est une personne qui a 35 ans, une jeune femme, et qui est tétraplégique, mais totalement tétraplégique. Pas tétraplégique incomplète, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas prendre la bouteille là pour se servir un verre de l'eau. Elle était membre fondatrice du Crédavis et elle sera présidente d'honneur. Et pour la connaître très bien, puisque c'est une amie, c'est aussi une amie, eh bien je peux vous dire que son autonomie en matière de vie quotidienne et de sexualité, eh bien, est pour moi un exemple de ce qu'on pourrait attendre d'une personne humaine en capacité d'autonomie. Bien entendu, elle a 3 personnes qui se relaient continuellement 24 heures sur 24 pour faire tous les actes du quotidien. Et alors dans sa vie personnelle, donc quotidienne, on va dire toute simple, mais aussi dans sa vie sexuelle. C'est quelqu'un qui dirige totalement son existence, qui n'est pas soumise à des gens extérieurs qui lui disent ce qu'il faut ou ne pas faire. Donc on voit bien que le degré de handicap qu'il a d'un point de vue physique et moteur est maximum, on ne peut pas imaginer beaucoup plus, n'empêche, donc on voit bien où est-ce que ça passe. Une personne qui a eu la capacité, parce que c'est un travail qu'elle a fait, peut très bien échapper à cette fameuse catégorie de handicap.